En conduite, système d'assistance et recharge, c'est celui-ci, le véhicule révolutionnaire. Aujourd'hui, nous testons pour la première fois la nouvelle génération du BMW iX3, la nouvelle génération du X3 électrique. Pour l'instant, elle est encore camouflée à l'extérieur. Mais avec un concept récent, on a déjà pu voir à quoi ressemblera sa version définitive. Et nous pouvons voir à partir des formes de base et aussi comment la face, avant ici, la double calandre est intégrée, il ressemblera beaucoup au véhicule que nous vous avons déjà montré. Aujourd'hui, c'est plus axé sur la conduite et les fonctionnalités technologiques. Nous pouvons vous donner un aperçu plus approfondi de ce qu'ils veulent faire avec ce véhicule. Cela inclut l'X3 électrique, la future série 3 électrique, ainsi que d'autres nouveaux véhicules électriques. Parce que celui-ci, c'est la classe, c'est-à-dire nouvelle classe. À cette époque, de 1962 à 1972, c'était en quelque sorte le véhicule précurseur de la future série 5. Et cela marque un nouveau départ pour BMW. Pourquoi ça? Ce n'est pas seulement, vous savez, une question de concept extérieur ou de design. C'est aussi une question d'intérieur et d'architecture logicielle. Ainsi, la batterie est bien sûr placée dans la partie inférieure du véhicule. Avec les nouveaux VE, la structure proposée est très rigide, mais l'avant et l'arrière demeurent un peu flottants, ce qui impacte la stabilité du véhicule. Ça crée une conduite étrange, typique des nouveaux véhicules électriques. BMW a dit: nous voulons une expérience de conduite égale, voire meilleure, que celle de nos moteurs à combustion grâce à notre expertise, mais en électrique. Ce qu'ils ont fait ici, c'est utiliser la batterie pour stabiliser le véhicule, puis l'ont légèrement étendu pour déstabiliser l'arrière et l'avant, afin d'obtenir une rigidité aussi linéaire et équilibrée que possible. De la rigidité comme un véhicule à moteur à combustion. Donc ils disent qu'ils rendent la conduite avec ce véhicule électrique plus prévisible, comme on la connaît avec les voitures à moteur à combustion, en ajoutant de l'intelligence artificielle pour la rendre réellement prédictive. Donc ici, grâce à l'intégration de toute la chaîne de traction, avec l'intervention des freins, l'accélération, tout est 10 fois plus rapide avec une nouvelle unité de contrôle électronique appelée Heart of Joy. Et cela rend en fait, par exemple, lors d'une manœuvre d'évitement, cela la rend plus fluide. Donc tu n'as pas à aller aussi loin d'un côté ou de l'autre, tu fais plutôt une courbe d'évitement plus réduite et précise, pour ainsi dire. Et les ingénieurs disent ou promettent que celui-ci se conduit encore plus différemment que tous les véhicules électriques que nous avons eus jusqu'ici. Et encore mieux, surtout lors d'une manœuvre d'évitement qui doit être exécutée rapidement et efficacement. Et maintenant, un test de sécurité pour les piétons. Donc à ce moment-là, je fais semblant de ne pas faire attention et de renverser ce piéton. Et là, manœuvre d'évitement automatique. Et vous pourriez vous demander ou vous interroger, nous étions bien dans notre voie. Si la voiture voyait que, oh, nous dépassons la voie et peut-être que nous faisons face à la circulation venant en sens inverse ou quelque chose du genre, dans ce cas, il y aurait eu un freinage d'urgence. Mais quand la voiture voit qu'il y a, disons, une solution plus confortable, meilleure, alors elle ne freine pas d'urgence parce que là, peut-être que quelqu'un pourrait, tu sais, rentrer dans ta voiture par derrière. Ça dépend toujours de la situation, tu vois. Soit un freinage d'urgence, soit si l'ACC est activé, ça aurait automatiquement déclenché un freinage d'urgence. Mais quand je conduis moi-même et que pour une raison quelconque je ne fais pas attention, alors on fait cette manœuvre d'évitement. Nous avons hâte de voir comment la conduite se ressent car franchement, beaucoup de véhicules électriques testés, on avait vraiment l'impression que quelque chose clochait. Mais quand on conduit une BMW série 3, une 320i par exemple, tout semble vraiment parfait dans la conduite grâce au châssis et à la dynamique de la voiture. Tu vois, j'ai vraiment hâte de retrouver cette sensation dans une BMW électrique et de voir si cela fonctionne bien avec ce véhicule qui roulera de manière similaire au X3 mais en version électrique. Ou comme la future série 3, ici on a des roues de 21 pouces qui sont donc assez grandes. Suspension de base ici, donc encore plus intéressant. Nous roulons donc en version de base comme une X-Drive 50, sans suspension ultra spéciale. D'autres suspensions arriveront plus tard, mais c'est fascinant de voir comment celle-ci se comporte en version de base. Pour la batterie, aucun chiffre en kilowattheure n'est encore communiqué. Mais ici, la trappe de charge montre une recharge bien plus rapide.
environ 20 minutes pour passer de 10 à 80% de charge avec un pic de 400 kW et une promesse de 350 km ou 220 miles d'autonomie en à peine 10 minutes. Cela semble plutôt bien, j'ai déjà vu une démo de recharge plus tôt, sans pouvoir la filmer, et cela fonctionne très bien pour maintenir ce pic, puis la courbe de recharge baisse un peu, maintient ce pic, environ 200 kW, puis elle baisse encore. Mais cela nous permettra de recharger très rapidement en déplacement à la station de 400 kW. Technologie en Act Thunderbolt et on peut s'attendre à une batterie un peu plus grande. Ils disent que tout augmente de 30%, donc on a 30% d'autonomie en plus. Une autonomie réaliste, je ne la prendrai pas sur le WLTP ni sur le cycle européen car ça promet 800 km. Les chiffres de l'EPA, comme ceux des États-Unis, indiquent environ 640 km, soit près de 400 miles. Et je pense que c'est une estimation réaliste pour un nouveau iX3. Et je crois que nous pouvons nous baser sur ce type d'autonomie. La trappe de recharge s'ouvre automatiquement. Soit vous y allez directement et elle est déjà ouverte, soit votre téléphone dans la poche sert de clé. Et là, la voiture comprend « Ah, attends une minute, tu as la clé de voiture sur ton téléphone. » Alors, tu te déplaces vers la borne de recharge, tu reviens en arrière. C'est à ce moment que tu veux que la trappe s'ouvre et elle s'ouvre automatiquement. BMW proposera une borne murale DC avec une puissance de 19 kW pour une utilisation à domicile intégrant les fonctionnalités Vehicle to Load et Vehicle to Grid, ainsi toutes les différentes fonctions. Ils lanceront également un projet en Allemagne en coopération avec E.ON, un fournisseur d'énergie, où ils introduiront également cette fonction Vehicle to Grid, où vous pouvez l'acheter directement. Derrière ces jantes aérodynamiques, les disques, que vous n'utiliserez probablement presque jamais car ils ont amélioré le freinage par récupération, ou presque aucun freinage n'est requis car 98% des situations sont gérées par la récupération d'énergie en ralentissant. Ainsi, nous utiliserons très rarement les freins réels, donc ils ne rouillent pas, et ainsi de suite. Ils appliquent parfois un peu les plaquettes de frein pour éviter, vous savez, le risque de rouille superficielle ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, ce sera de la récupération, sans que vous le remarquiez. Avec la pédale de frein, ils l'optimiseront pour que vous ayez toujours la récupération sans le voir. Un concept très intéressant. Toutes les interventions de freinage, le système de conduite, etc., 10 fois plus rapides. Concernant les systèmes d'assistance, ils seront 20 fois plus rapides qu'avant. Il y a donc également une autre étape pour la conduite semi-autonome, les fonctionnalités de niveau 2 et ainsi de suite. BMW propose également des fonctionnalités de niveau 3 à une vitesse limitée pour certains véhicules. Beaucoup à découvrir également pour les systèmes d'assistance. Et avant de commencer à conduire, un aperçu détaillé du cockpit. Tout d'abord ici, une nouvelle forme de volant. Vous pouvez le comme ça. Je vous en dirai plus à ce sujet pendant la conduite. Prise en main vraiment cool, parfaite pour une conduite sportive. Colonne de direction classique située derrière. Sur le volant, les boutons à gauche indiquent quand une place est détectée et active le stationnement automatisé. Je n'étais pas encore vraiment convaincu, car en fin de compte, dans la plupart des cas, je trouve que je parviens à me garer plus rapidement moi-même. Mais peut-être que cette voiture va réussir à me rendre paresseux. On va voir cela. Donc c'est comme une manœuvre de créneau. Et j'ai ici ce raccourci sur le volant, je peux juste presser ici, commencer le stationnement en marche arrière. D'accord, et je n'ai même pas besoin de regarder l'écran. Voici comme une visualisation supplémentaire. Vous voyez, je me suis simplement contenté d'appuyer sur 2 boutons du volant et vous voyez, ça fonctionne relativement vite. Et si vous n'êtes pas entraîné au stationnement en parallèle, je pense que vous ne pourriez pas le faire plus rapidement. Je veux dire, peut-être que... Oui, Léa a dit, elle n'utilisera que cette fonction et ne se garera plus elle-même. C'était très précis et l'écart ici est assez serré, donc il n'y a pas beaucoup de place à l'avant. De la même façon, vous pouvez ressortir facilement. C'était très bien. Commencez à laisser de l'espace. D'accord. Voilà. C'est vraiment serré, c'est vraiment serré. Et pratiquement sans effort. Encore une fois peut-être? Oui, on fait une autre marche arrière. Et c'est vraiment détendu, tu sais, donc. Voilà.
mais je peux reprendre et m'en aller. Et bien sûr, c'est un peu comme la situation en Europe. Testons aussi la situation aux États-Unis avec les zones de stationnement en avant. Ici, vous pouvez aussi basculer entre les différentes places de stationnement dans l'infodivertissement. Peut-être choisir celle-ci ou celle-ci. Et je pourrais aussi penser que toutes ces voitures se garent en avant. Je choisis le stationnement avant et démarre. Ça se gère dans l'infodivertissement selon vos préférences. Ou ici, quand vous avez un certain choix, par exemple. Et peut-être que le stationnement en avant est plus pratique parce que vous voulez accéder au coffre pour les bagages et ainsi de suite. Ensuite, c'est également possible. Et c'est un peu effrayant. C'est tellement précis en fait. Et la voiture n'a pas peur de s'endommager car elle sait en général, avec une très grande précision, ce qu'elle fait à chaque instant. Mais ici, surtout quand on a un long capot et tout, on n'est peut-être pas sûr à 100%. Mais la voiture, elle, est sûre à 100% et réalise ce stationnement de manière quasi parfaite. Vous avez plus de boutons. Ils donnent un genre de retour, ici par exemple pour le volume, mais ce n'est pas comme si c'était un vrai bouton. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme un seul champ de boutons et puis tu as ce retour artificiel pour ainsi dire. Ici, tu peux glisser vers le haut et le bas, mais tu peux aussi appuyer en bas et en haut au moins. Donc c'est pour moi plus appréciable. On a ce système d'infodivertissement central ici. L'unité climatique est intégrée, malheureusement, pas de bouton physique pour le climat, mais c'est relativement facile d'accès. C'est aussi comme dans le modèle indépendant, et la distance entre le volant et l'unité climatique est courte. Pour le chauffage du volant ainsi que des sièges, c'est juste ici, accompagné de ces petits clics. C'est aussi amélioré. La vitesse du ventilateur est ici. Ça reste dans cette couche et la carte reste visible. Donc vous n'avez pas à aller dans le menu climat séparé pour cela. Ce n'est plus nécessaire. Un autre progrès, la carte ici bénéficie d'une puissance CPU plus forte et performante. Et c'est aussi assez rapide. Et on peut avoir ces couches individuelles par-dessus, comme la météo ou ici quelques sélections de modes de conduite. Et sur le côté gauche, je vais bientôt vous montrer ça. Ici, désactiver le bip de vitesse est toujours du côté gauche, un raccourci dans le système d'infodivertissement. Puis vient l'intégration de la vision panoramique. Par exemple, ici, vous voyez cette couche supplémentaire en haut. L'élément clé ici est que point. Cette partie inférieure du pare-brise est assombrie. Et il y a également un écran placé tout au fond, ici. Et ceci est le reflet de cet écran, c'est vraiment intéressant et nous avons la possibilité de tout personnaliser également. Par exemple, en mode sport, vous pouvez voir que cela change non seulement dans l'infodivertissement, mais aussi dans cette vision panoramique. Ici, ces accents rouges. À gauche, vitesse, autonomie et pourcentage de batterie. Alors dans ce cas, en mode sport, nous avons des chiffres de puissance et ainsi de suite. Et bien sûr, si je reviens à d'autres modes, cela changera en conséquence. Et nous pouvons aussi individualiser ici la vision panoramique. Pour aller ici, configurer, et puis vous voyez que vous avez des gadgets individuels. Tout supprimer, puis choisissez météo, heure, connexion, logo, B, M, W, M. Mais vous pouvez aussi personnaliser avec la position exacte, comme par exemple la météo à cet endroit ou l'heure là-bas. Et c'est également reflété là devant. Je ne ferai pas ça en conduisant car cela peut être distrayant. Mais le truc, c'est que tu le configures une fois avec ton compte utilisateur et ensuite, c'est aussi enregistré avec ton compte utilisateur. Encore une fois, en gros plan, je montre comment je mets ces allées individuelles. Et ensuite, tu as ta couche supplémentaire dans le poste de pilotage. Et là encore, depuis la perspective du conducteur, volant, infodivertissement et cette couche supplémentaire ici. Tu auras également un affichage tête haute supplémentaire qui sera encore plus éloigné. L'avantage principal de ce système, c'est que tu disposes déjà des instruments classiques, comme la vision panoramique, ce qui te permet une plus grande individualisation, et aussi il y a davantage de mise au point lointaine possible. C'est un bon point qui est particulièrement pratique. Par exemple, ici, à côté de la vue normale, tu peux avoir ta carte GPS, le guidage interne BMW ici, par exemple, dans la partie centrale. Tu peux aussi naviguer entre ces différents éléments ici, au niveau du volant, et contrôler ce menu central depuis le volant, par exemple le compteur de trajet. De plus, tu disposes également de cette vue dynamique lorsque tu actives le mode sport. Cela faisait environ 30 à 90 km à l'heure, quelque chose comme ça. Plutôt rapide, c'est sûr.
Un moteur électrique à l'avant et un autre à l'arrière, comme c'est le cas sur d'autres modèles de voitures électriques. Et, je veux dire, ce sera une situation plutôt rare de vraiment appuyer à fond. Dans la plupart des situations, vous alternerez peut-être un peu entre accélération et décélération. Ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci, c'est que quand vous freinez, la sensation demeure très linéaire. Mais même si vous appuyez un peu fort sur le frein, cette sensation ne s'arrête pas. Et même si vous avez vu la vitesse là, j'appuyais déjà assez fort sur le frein, mais la récupération continuait toujours d'être active. Comme je l'ai dit plus tôt, 98% des situations seront gérées par la récupération et non par le frein à friction. Et c'est une chose très intéressante, vous savez, parce qu'on ne le ressent pas vraiment. Et on peut même pousser le test, par exemple, point-virgule. On va ici en mode personnel. C'était initialement en mode sport, meilleur boost. Et si nous allons à, voilà, configurer le mode personnel, bien sûr. Peut-être ne pas faire ça en conduisant la prochaine fois. Donc ici, dans la configuration de l'expérience de conduite, voilà, on peut activer une forte récupération en relâchant l'accélérateur. Il y a une forte récupération et puis je n'ai pas, vous savez, cette impression particulière que c'est juste une récupération. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'avec la récupération et en freinant, la décélération reste toujours linéaire, sans transition perceptible entre les phases. C'est vraiment sympa. Et c'est aussi ce qui rend ce véhicule si particulier et unique. Il offre une fluidité remarquable dans tous les aspects, que ce soit en accélérant, en décélérant ou en tournant à gauche ou à droite. Et c'est très intéressant parce que c'est peut-être comme une sensation de moteur à combustion qui est réglée de manière plus sportive, comme si on avait une planche sur la route qui bouge. Et c'est quelque chose que je vous ai expliqué plus tôt, que nous avons ce châssis très rigide avec la batterie, mais il est aussi prolongé à l'avant et à l'arrière. Il nous arrive parfois de conduire les nouveaux véhicules électriques et ils donnent cette impression d'être un peu décalés. Il manque d'unité en conduite. C'est ce qu'on loue quand un véhicule se comporte bien sur la route. Comme une série 3, tu prends le 2 litres 4 cylindres et tu conduis en te disant « s'ajuste parfaitement, tu sais, tout semble correct depuis le châssis » et c'est vraiment difficile à atteindre dans les véhicules électriques. Et l'autre chose, c'est que quand je le dirige aussi à gauche et à droite, c'est encore une suspension de base et la voiture ne bouge pas beaucoup de gauche à droite. En même temps, ce n'est pas si inconfortable. Et maintenant, encore plus important, ce que tu ne peux pas voir jusqu'à présent, Léa est assise derrière moi en fait. Et la voilà. Et oui, on parlait plus tôt et habituellement, par exemple, juste nous avons été transportés à cet événement dans un BMW iX et assis à l'arrière et nous pensions que ce n'était pas l'expérience la plus agréable quand le conducteur conduit sportivement. Mais j'ai fait quelques accélérations et des manœuvres de gauche à droite et ainsi de suite. Et surtout, quand tu es assis à l'arrière, ce n'est pas si bon, ça sera pire avec des enfants à l'arrière. Ou peut-être qu'ils vont l'adorer, mais Léa a l'air plutôt bien, elle sourit et elle se sent bien et tu as cette combinaison de poids lourd, véhicule électrique, forte accélération, beaucoup de force G appliquée. En même temps, tu te sens bien, aussi bien en tant que conducteur, passager et même à l'arrière et c'est rarement atteint, tu sais, c'est ça la chose la plus étonnante pour moi ici aussi dans le rond-point, à gauche et à droite et on a presque l'impression que la direction est décalée, car la voiture reste incroyablement droite. On a testé un grand nombre de véhicules dotés de suspensions spéciales, comme des barres anti-roulis particulières. Une suspension active où chaque roue est contrôlée hydrauliquement de manière individuelle, uniquement pour maintenir la voiture parfaitement droite. Et ce qui est spécial ici, c'est que la voiture reste droite, stable et bien contrôlée avec une suspension de base. Il y a 0 virgule. Vous savez, comme un petit quelque chose en plus à propos de cette suspension standard. On a donc, disons, un coussin hydraulique, un rebond hydraulique. Steven est ingénieur d'essai assis juste à côté de moi. Il doit être présent avec nous aujourd'hui avec Diaz derrière pour des raisons légales, car c'est vraiment un véhicule d'essai officiel. Nous avons donc un rebond hydraulique. C'est peut-être ce qui rend cette suspension si spéciale.
C'est vraiment une sensation cool pour ce qui est seulement une suspension de base. Je comprends maintenant pourquoi BMW a choisi de nous montrer des véhicules avec cette suspension de base, car d'habitude, lors de ces essais, ils optent généralement pour des véhicules haut de gamme, équipés de la technologie de suspension la plus sophistiquée, afin de démontrer tout ce qui est possible. Ici, beaucoup est déjà possible avec la suspension de base. C'est assez cool, je trouve. La direction elle-même, on peut la régler sur dynamique ou confort. C'est quelque chose que je vous ai également renvoyé en tant que retour à BMW. Nous avons voulu un mode confort classique où la direction peut rester dynamique. Certains préfèrent le mode sport pour la direction, mais sans que le moteur monte sans cesse dans les tours, surtout avec les moteurs thermiques. Nous avons donc vraiment souhaité avoir la possibilité de personnaliser non seulement la direction, mais aussi la transmission et la suspension, surtout si elle est adaptative. Et c'est bien possible ici. Cependant, ils ont aussi fait un pas supplémentaire. Plus loin, dans le mode dynamique, je ressens davantage ce qui se passe sur la route, peut-être aussi les vibrations et ainsi de suite. C'est également un peu plus ferme, mais pas excessivement. En mode confort, c'est légèrement plus léger. Je dirais que la différence entre léger et ferme n'est pas aussi prononcée qu'auparavant entre confort et sport. Mais on est encore un peu plus déconnecté de la voiture, donc c'est en gros le réglage préféré de Léa. Elle préfère une sensation moins connectée à la voiture et plus de confort. Et dynamique, c'est le mode Thomas où je veux sentir la voiture et ce qui se passe sur la route. Et je recherche toujours cette connexion plus forte avec le véhicule, tu vois. Donc c'est une nouvelle approche intéressante pour ça. J'aime aussi ces nouveaux, tu sais, trous de préhension ici dans le volant qui te permettent. Tu peux tenir le volant plus fermement en fait pour le contrôler. Bien sûr, certains conduiront toujours de cette façon. Tu sais, je ne peux pas le recommander. Donc cela te permet d'avoir cette prise à 3 heures, 9 heures, que je recommande de toute façon, tu sais. Donc, mais cela aide vraiment à bien manœuvrer. Je veux dire, nous avons discuté de la partie UX et de l'intérieur, nous pouvons en parler séparément peut-être. Mais en conduisant, tu tends plutôt à regarder l'affichage tête haute avec la vitesse et ainsi de suite. Parfois, tu regardes là peut-être au milieu. Tu as cette approche en 3 niveaux ici. Ce que je peux dire, c'est qu'à un certain moment, plus d'infos deviennent distrayantes, car il y a davantage de choses à observer et à analyser. Le bon côté, c'est que dans cette couche intermédiaire, vous n'avez pas ce focus très proche, vous voyez? Et aussi, si vous pensez à des verres bifocaux et autres, c'est vraiment bien plus éloigné de vous. Vous voyez, déjà plutôt dans la zone de mise au point qui est faite pour la vision de loin. Donc ça aide, vous savez, et je pense que c'est peut-être aussi une question de s'y habituer. Dodane, au fait, ici, tenez compte que nous avons des roues de 21 pouces, ce qui n'est pas idéal pour un Dodane. Ça aide pour conduire sportif, mais passons dessus sans trop ralentir. C'est vraiment sympa. Franchement, je ne suis pas complètement certain que cela apparaisse clairement à la caméra. Bien sûr, quand on descend une bosse comme ça, la voiture perd un peu son équilibre, mais on en a une autre et regardez comme la voiture parvient à retrouver son équilibre rapidement. On a donc en gros l'effet d'une suspension rigide. Ouais, plus vite, d'accord. Lorsqu'on teste le moteur, oui, on peut constater qu'il se remet immédiatement bien droit. On peut aussi en descendre facilement. C'est une technique de motocross, comme quand tu sautes une table, tu lèves la roue avant pour ajuster. C'est aussi sympa. Oui, et là on arrive dans une zone où on peut rouler sur des routes plus rurales, un peu plus à gauche et à droite. Mais je pense que le principal enseignement est déjà que ce sentiment de connexion fonctionne et que la voiture semble, d'une certaine manière, moins électrique, mais d'un autre côté, plus électrique. Elle se sent moins électrique dans le sens où vous n'avez pas cette sensation de châssis déconnecté, comme c'est souvent le cas avec certains véhicules électriques. Mais elle semble plus électrique dans le sens où il n'y a aucune transition entre l'accélération, le freinage, la décélération. Le vertical, le latéral, tout est fluide. Tous les mouvements sont fluides, comme si on pouvait prendre un stylo et tracer les lignes exactement où on le souhaite. Vous comprenez?
Et cela donne une sensation plus électrique et moins moteur à combustion traditionnelle. Et c'est vraiment difficile de dire ce qui est mieux ou moins bien à cet égard. Car c'est une question de préférence personnelle. Ça donne une impression de perfection, disons. Voyons cela ainsi. Certains pourraient même préférer l'imperfection, par exemple en conduisant un V8 atmosphérique. C'est pas parfait, mais c'est ça qui la rend géniale. Tu vois ce que je veux dire? À cause de ce genre de délai dans l'accélération. Mais celle-ci, pour moi, la caractéristique la plus étonnante, c'est que nous avons des roues de 21 pouces et la suspension de base. Et c'est tout à fait confortable. Et sportif en même temps. Donc, je suis vraiment impressionné. Je dois avouer, je dois encore m'habituer à toutes ces fonctionnalités UX. J'aurais aimé que ce soit plus simple, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais peut-être que nous en apprendrons davantage avec le temps. Alors, une fois de plus, nous passons en mode sport et vous montrons des virages plus dynamiques. En parlant de facilité de conduite, je prends ces virages à la vitesse maximale autorisée et j'ai vraiment l'impression de pouvoir doubler cette vitesse, honnêtement. Il n'y a vraiment aucun effort. Et regarde, je n'ai pas besoin de faire grand-chose avec le volant et ça donne l'impression d'être sur des rails. Honnêtement, donc, je veux dire, on a vraiment traversé ça à 70 km/h, donc le maximum autorisé. J'avais littéralement l'impression de pouvoir faire genre, je ne sais pas, 120 ou quelque chose comme ça. Et ce qui est encore plus étonnant, Léa est assise derrière moi et elle sourit tout le temps. Stephen fait aussi des pouces en l'air. Accélérer dans le virage, incroyable aussi. Et bien sûr, il y a toujours des voitures plus rapides et tout ça, vous savez, et des supercars. Mais là, vous avez 0,0. Disons, un SUV compact ou moyen standard, selon le pays. Et il roule toujours comme une voiture de sport sur des rails. Et ici, je fais presque rien à l'accélérateur, je fais presque rien au volant. En même temps, j'ai une grande vitesse. Et Léa sourit. D'habitude, quand on conduit de manière aussi sportive, surtout avec des SUV ou des véhicules électriques, et c'est encore pire avec un SUV électrique, avec ce poids supplémentaire et cette hauteur plus importante, à un moment, Liao dirait « Thomas, ça suffit, arrête ». Elle est juste derrière moi, à l'arrière. Les sièges arrière sont toujours pires pour conduire et ils sont meilleurs pour le conducteur. La voiture a un massage des épaules, oui maintenant. Ça serait peut-être bien. Donc, oui. Donc, si vous voulez que nous disions quelque chose aux ingénieurs, ce que vous avez comme retour pour BMW, alors n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Oui, je veux dire, l'un des retours qui a fonctionné était le mode de conduite individualisé avec, vous savez, le réglage de direction individuelle, par exemple. Et pour moi, le truc le plus cool, c'est vraiment peu importe ce qu'on fait, si on roule tout droit, si on est très sportif dans les virages, mais aussi sur les temps de vitesse en ville, ce sont les roues de 21 pouces qui donnaient habituellement une sensation rude. En plus de la suspension de base, on a l'impression qu'il s'agirait de cette suspension hydraulique super sophistiquée et ainsi de suite, parce que cette combinaison de rigidité du véhicule et ses systèmes électriques prédictifs s'harmonisent un peu, et même si je fais un peu de slalom ici, oui, ça donne l'impression d'être sur des rails, et ça revient encore à cette conclusion sur la conduite que c'est plus parfait dans la conduite, définitivement plus parfait que la série 3, mais ça reste amusant à sa façon. Donc, conduire une série 3 reste amusant à l'ancienne avec un moteur à combustion, et c'est un nouveau type de plaisir. Je ne dirais pas que l'un est supérieur à l'autre, c'est une question de goût. Mais les deux ont vraiment une sensation distincte. C'est donc le sentiment le plus étonnant et certaines choses qui étaient critiquées, et vous le savez, critiquées à juste titre auparavant avec la conduite électrique, sont en train de diminuer. Parlons des systèmes d'assistance. Une nouveauté avec ce véhicule, nous roulons à 20 km/h. En ville, nous pouvons activer un changement de voie automatique ici, typique de la conduite en ville à basse vitesse. Cela n'était pas possible avant. Il y a une voiture devant et une autre proche derrière. Donc quand je retourne dans ce petit espace à nouveau, auparavant cela n'était vraiment pas possible parce que la voiture pensait « Ah, peut-être que l'espace n'est pas assez grand, mais maintenant même des espaces encore plus petits sont en fait possibles. » Et si on imagine une situation d'autoroute ici, à 80 km/h, soit 50 miles par heure,
Vous vous souvenez de nos récentes critiques des 5 séries où nous avons la possibilité de regarder dans le rétroviseur pour induire un changement de voie, mais ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui fonctionne en collaboration avec ce que vous faites vous-même et les systèmes d'assistance. Je peux soit utiliser le clignotant, comme pour ce changement de voie en ville, mais je peux également choisir de ne pas l'utiliser du tout. Important pour les clients BMW. Cette légende urbaine dit que les clients BMW n'utilisent jamais leur clignotant, surtout les non-clients le disent. Mais bon, vous n'en avez plus vraiment besoin car maintenant vous pouvez tout simplement faire ceci. Vous pouvez regarder dans le miroir et simplement ajuster un peu, puis il y a automatiquement l'indicateur se déclenche à nouveau, puis le rétroviseur gauche plus un petit coup de volant ici et l'indicateur s'active et le reste du changement de voie se fait également de manière automatique. Et je le faisais, vous savez, de manière visible en fait, mais ça fonctionne même quand je le fais légèrement. Et voilà, regardez ici, juste une légère prise sur le volant, un coup d'œil rapide au rétroviseur et je peux éviter d'actionner le clignotant moi-même. Oui, tu aimes cette fonctionnalité? Elle fonctionne tout le temps avec le véritable automatique quand je suis, par exemple, là je conduis un peu plus rapidement que la voiture devant nous, ou je souhaite rouler plus vite. La suggestion s'effectue simplement en regardant dans le rétroviseur sans utiliser les mains. C'est le niveau 2+, donc je reste responsable. Par exemple, une autre suggestion, je regarde dans le rétroviseur droit et c'est parti. De retour. Ensuite, nous avons une toute nouvelle fonction, le freinage coopératif. Lorsque je freine, le système d'assistance est automatiquement désactivé. Mais ici, par exemple, si je veux ajuster quelque chose légèrement moi-même ou autre, je peux être légèrement sur le frein et le système d'assistance se réactive maintenant. Je glisse sur le frein, je relâche et le système d'assistance se réactive. Ce n'est pas désactivé. Appuyez sur le bouton à gauche pour vous désactiver, c'est donc une possibilité. Ou vous pouvez aussi, quand vous appuyez rapidement sur le frein comme ça, ce n'est pas agréable pour le passager, bien sûr. Mais de cette manière, vous pouvez aussi l'annuler ou vous appuyer. Pas trop fort, mais 3 fois en simultané. Une autre manière d'annuler, ou comme dit, appuyer simplement avec le pouce gauche sur le volant. Vous pouvez entièrement désactiver cette fonction si vous le souhaitez. Si le freinage coopératif ne vous plaît pas, il suffit de le désactiver dans le menu et il restera désactivé même après un redémarrage. Mais cela signifie que vous n'avez pas la conduite assistée et autonome. Ces deux mondes se fondent de plus en plus. On se plaint parfois pas seulement des BMW, mais aussi d'autres marques que le régulateur de vitesse adaptatif manque de fluidité, ce qui peut être assez frustrant pour le conducteur, surtout en circulation avec arrêt et départ. La voiture avance, s'arrête et ainsi de suite. Ils ont amélioré ce modèle. On est donc dans cette situation d'arrêt et départ. On avance, point, on s'arrête. Parfois, Léa m'a dit, peux-tu désactiver l'ACC et conduire toi-même? C'est bien plus fluide. Mais ici maintenant, les transitions sont vraiment fluides et on a fait quelques tests plus tôt. Par exemple, quand je ferme les yeux, on ne peut pas vraiment dire quand la voiture s'arrête exactement. L'objectif principal est de rendre le processus plus fluide, tant lors de la décélération que de l'accélération. C'est un avantage pour le conducteur et les passagers car on ressent à peine la moindre transition. Et habituellement, c'est fait, vous savez, juste par la sensation humaine dans votre pied sur la pédale. Et ici, on peut vraiment dire d'accord, je peux me détendre, surtout dans une situation de trafic. Et c'est vraiment comme recommencer légèrement et s'arrêter légèrement aussi. Et Léa Knotz de l'arrière dit oui, c'est vraiment amélioré. Très rarement on dit ça. C'est vraiment révolutionnaire, on l'a vu dans l'expérience de conduite, ça conduit comme aucun autre EV. Les systèmes d'assistance sont extrêmement élaborés et fonctionnent de manière très fluide et transparente. L'interface utilisateur, je pense que c'est bien d'avoir un peu plus de recul sur certaines des diverses fonctions. Je ne suis pas entièrement convaincu que nous ayons besoin de cette surcharge en 3 niveaux. Tu vois ce que je veux dire? Nous avons besoin de l'IA, mais pas de niveau supplémentaire. Alors, comme mentionné, conduite excellente, recharge prometteuse, système d'assistance fiable. Impeccable et aller encore plus loin, l'interface utilisateur reste à voir, c'est ma conclusion pour aujourd'hui, mais ce qu'il propose, surtout pour le segment électrique, change vraiment la donne. Qu'en pensez-vous?
Dites-le moi dans les commentaires et rejoignez-nous pour plus de tests.